Les amis, ce soir, nous sommes avec Roger Baumann. Bonsoir Roger. Bonsoir David. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ton histoire, on va dire, de ce que tu fais maintenant. Est-ce que tu es d'accord de te présenter et de raconter comment est-ce que ton histoire personnelle a déclenché des déclics pour te mener à une espèce de révolution intérieure? Mhm. Révolution et révélation. J'ai eu plusieurs périodes dans ma vie qui ont été des grands bouleversements, des grands chamboulements et qui ont vraiment redéfini ma vision de la vie, je dirais, ma vision de la réalité, puis de vraiment prendre conscience que la vie n'est pas telle qu'elle semble être, mais telle que j'ai été conditionné à la voir, telle que notre éducation, notre enfance, notre environnement Ouais. fait qu'on peut la voir. Et pour vraiment vite résumer, je dirais que j'ai eu une enfance heureuse, avec des parents aimants, mais ce qu'il me manquait peut-être, c'était l'intelligence émotionnelle, de pouvoir vraiment être motorisé à être en lien avec mes émotions, mes sentiments, pouvoir m'autoriser à les partager, ouais, laisser circuler tout ça. Je dirais que ça m'a prétérité après dans mes relations, dans mes liens avec les autres et bien sûr avec moi-même. Et ça m'a invité ou ça m'a incité à porter un masque. Je crois qui est assez habituel dans notre C'est société, vrai, ce c'est qui doit de... vraiment parler à beaucoup de personnes, c'est vrai. Mettre un masque en société ou avec les gens, c'est vrai, oui. Ouais, parce qu'on est dans un monde plus de compétition et Et de d'image, divertissement aussi souvent, oui, ouais, c'est de vrai. divertissement. Et on veut montrer, on voit sur Facebook, enfin sur les réseaux sociaux, Ouais, etc. ouais. Et je pense qu'il y a une grande peur de ne pas être aimé, une grande peur de ne pas être accepté tel qu'on est, avec nos vulnérabilités, avec nos faiblesses, nos blessures aussi, qui sont nées à travers chacun notre expérience de vie. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui jouait pas, qu'il y avait une partie de moi, enfin que j'étais pas épanoui, mais jusqu'à mes 28 ans, je pouvais pas vraiment mettre de mots dessus. Personne m'avait sensibilisé à ça. On n'est pas éduqué à l'école ou avec nos Exact, parents c'est vrai. à mettre des mots là-dessus, à prendre conscience de notre état émotionnel, de nos blessures, etc. Suite à une relation amoureuse, je les enchaînais jusque-là et elles duraient rarement longtemps. Parce qu'à un certain moment, passé la période de passion amoureuse, Mhm. je paniquais, je voyais que je pouvais plus, ce masque-là commençait à s'effriter et, et j'avais très peur que l'autre finalement me voie comme je suis. Moi-même, je ne savais pas qui j'étais, donc quelque part, ouais, j'étais vraiment en panique et puis pour moi, la seule solution, c'était de mettre fin à la relation. Et là, en 2007, donc, j'ai rencontré une femme, je pensais vraiment que c'était la bonne, avec laquelle j'allais finir ma vie, avoir des enfants, Mhm. etc. Au bout de quelques mois, le même schéma s'est reproduit et je sentais qu'il y avait une distance qui se mettait entre nous et il y a une partie de moi qui avait mis tant d'espoir à ce que cette relation, ça soit finalement la bonne, qu'il y a une partie de moi qui était vraiment désespérée, perdue, triste. Et un soir, j'ai repensé à une discussion que j'avais eue avec un ami quelques semaines plus tôt sur la dépendance affective. Et vous tapez dépendance affective sur Voilà, Internet. exactement. Je tape dépendance affective sur Google et puis le premier article qui sort, je l'imprime et je me mets sur le canapé. J'étais tout seul dans l'appartement et puis je commence à lire et Et là, quelque chose se passe en vous, oh, hein. ouais, ouais, alors ça c'est peu de le dire. Là, c'était vraiment une explosion, un volcan intérieur, une révélation. Une... J'ai vraiment senti mon cerveau qui a complètement disjoncté. Ça, je me suis tellement reconnu dans ce texte et enfin je pouvais mettre des mots sur ce qui se passait en moi que ouais, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était en moi depuis des années et qui m'avait observé, qui enfin pouvait expliquer qu'est-ce que vraiment se passait en moi. Et ça m'a, mais j'ai effondré, je me suis effondré en larmes, j'ai vraiment mais pleuré, mais énormément aussi de joie finalement et de soulagement. Ouais, ouais. Il y avait comme quelque chose, un poids qui se libérait de enfin pouvoir mettre des mots sur un mal qui m'habitait. Se sentir moins seul aussi. Ouais, puis de me dire aussi qu'il y avait peut-être une lueur d'espoir. Ouais. Me dire si quelqu'un avait pu expliquer aussi bien ce qui se passait en moi, c'est que peut-être j'étais pas seul à vivre ça et que peut-être il y avait des solutions qui existaient aussi Absolument. à ce propos-là. Après, j'étais quand même toujours, enfin, je savais pas dans quelle direction aller, mais je me suis dit que si un texte d'une ou deux pages avait un tel effet sur moi,
me suis dit que peut-être dans les livres, il pouvait y avoir aussi autre chose qui pouvait m'éclairer encore plus. Des réponses, des pistes. Ouais, exactement. Ouais. Je me sentais pas encore prêt d'aller voir un thérapeute. Je connaissais pas du tout ce monde-là. Pour moi, jusque-là, j'avais jamais vraiment lu de livres à part ceux qu'à l'école, au gymnase, enfin, qu'on avait à lire. Je me souviens que le lendemain, j'avais été dans un supermarché, puis dans la librairie, et puis qu'il y avait un coin développement personnel. Et là, vous avez pris des livres. Et j'ai commencé, je suis parti avec 7 livres ce jour-là. Je sais pas, je piquais un peu au hasard. J'avais une soif de réponses. Et voilà. Et j'ai pris un livre. Un des livres que j'ai pris, c'était Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Et je rentre dans l'appartement. Et le premier livre que j'ai pris, donc, c'était Les 4 accords Toltec. C'est le premier que j'ai ouvert à ce moment-là. Je dirais comme le texte du jour d'avant, ça a été l'étincelle, le déclencheur. Les 4 accords Toltec, ça a été le livre qui m'a vraiment mis sur la voie, qui a vraiment été le moteur pour continuer sur ce chemin de changement de perception de ma vie, de ma réalité et d'ouverture de mon esprit sur qui je suis vraiment. Chaque page, c'était une révélation. C'était waouh! J'en restais bouche bée, tellement ça me touchait dans le cœur. Ça me livrait des pistes sur qui je suis vraiment et qui je suis par rapport aux autres, par rapport à moi-même, par rapport à la société. Qu'est-ce qui fait que je suis comme je suis aujourd'hui? Wow, ça a été vraiment la plus grande révélation de ma vie. Ouais. Quand vous refermez ce livre des 4 accords Toltec, qu'est-ce que vous vous dites à la fin? À quoi vous pensez? Ouais, il y a eu, je pense, énormément de choses qui se sont bousculées en moi. Mais c'est ça qui m'a vraiment lancé sur le chemin de la spiritualité et du développement personnel. Ça, c'était fin 2007 et 2008 a été une année de gourmandise spirituelle. Génial ce terme, de gourmandise spirituelle. Une certaine boulimie de la spiritualité. Boulimie, voilà, ouais, spirituelle. J'avais vraiment besoin de me remplir d'autres choses. Ouais. Je sentais, j'étais vraiment comme un reptile qui fait sa mue. Je sentais que j'étais plus l'ancien Roger que j'étais jusque-là. J'étais pas encore entièrement le nouveau que j'allais devenir et que j'étais un peu... En transition. En transition, vraiment, ouais. Et j'avais une soif de connaissance de quelque chose de nouveau que j'avais pas connu jusque-là. Et donc, je me suis dirigé vers des conférences, des ateliers, des séminaires, des retraites. Et c'est étonnant, comme c'était mon regard aussi qui a changé. Jusque-là, je ne voyais pas du tout. C'était un monde qui était complètement invisible à mes yeux, comme si ça n'existait pas. Et tout d'un coup, c'est comme si mon regard, mon esprit, comme si mes œillères s'étaient enlevées. Et je voyais, mais sur des vitrines, je voyais partout des annonces pour des conférences, etc. Et puis j'y allais, j'y participais. J'avais vraiment cette soif d'apprendre et de continuer sur ce chemin-là. Je sentais qu'il y avait quelque chose dans cet univers-là de très précieux qui pouvait m'aider à continuer à me découvrir qui je suis vraiment, quelle est ma place et quel est le sens de tout ça aussi. Et je rencontrais aussi beaucoup de personnes avec lesquelles j'ai pu commencer à être plus authentique. Oui. Pour moi, c'était vraiment un chemin d'authenticité. De pouvoir m'approcher de plus en plus vers qui je suis vraiment. Et pas qui je voulais montrer aux autres, je voulais plaire aux autres. Il faut avoir énormément confiance en soi aussi quand même pour le faire. Il faut accepter ses propres faiblesses, accepter de se montrer sous un jour qui n'est pas forcément le meilleur pour soi en fait. Ouais, et c'est extrêmement compliqué, vous l'avez dit en début d'interview, enfin tu l'as dit pardon en début d'interview, on doit toujours être au top dans cette société. Souvent, on croit qu'on doit être au top. Dans le monde professionnel, c'est quasiment une obligation pour tout le monde d'être vraiment au top, dans le sens où on va demander le meilleur. De performance, il y a un besoin. Et comme dit Pierre Rabhi, on peut avoir un business agricole bio et exploiter son prochain. Donc, le faire et l'être devraient en fait s'accorder les deux ensemble. On est d'accord. C'est pas parce qu'on est dans un chemin de spiritualité ou de développement personnel que on sort de l'ego, forcément. C'est ça. Et on peut quand même être dans l'exploitation de l'autre ou dans la manipulation. Et comme les 4 accords Toltec, comme la CNV, la communication non violente, ou plein de voies spirituelles peuvent être après utilisés comme des outils de manipulation des autres. Donc, un ego peut facilement être remplacé par un autre. Et moi-même, j'ai été aussi. Je dis pas que je suis quelqu'un sans ego. J'essaye de l'être le moins possible, mais
Mais voilà, on reste quand même chacun des êtres humains. On est toujours en chemin, on est toujours en évolution. Et je pense que c'est quelque part le but de la vie, de réussir à avoir le plus d'humilité possible et de s'accueillir vraiment tel qu'on est. Mais on a tous des phases où ben, quatrième accord Toltec, c'est faire de son mieux. Et Ouais, on a ouais, un mieux qui varie de jour en jour. c'est ça. Accepter aussi ça, qu'il y a des jours où on est plus en forme que d'autres et où on va avoir une meilleure estime de soi, on va avoir une meilleure vision de la vie, un meilleur enracinement, etc., qui va nous permettre aussi d'être plus aimant, d'avoir le cœur plus ouvert face à l'autre. Et il y a des jours où on est rempli d'anxiété, d'angoisse, de peur, etc. Et puis là, notre mieux ne va pas être au même niveau non plus. C'est vrai, c'est vrai. Donc, ouais, pour moi, c'est un des grands mots, c'est aussi l'humilité. Un jour, vous avez un accident. Ouais. Vous le racontez sur votre site internet. Quand on le lit et qu'on se met à votre place, franchement, le monde s'écroule en fait, en vrai. Mais vous, et vous vous dites, je comprends à ce moment-là que pour les 4 à 6 prochains mois, Mhm, je vais plus pouvoir décider de ce que je vais faire. mhm, On va décider pour moi. On va dire le corps médical va décider pour moi. mhm, mhm. Mais c'est fascinant parce qu'on a tous envie d'être libre en fait au fond. Ouais. Et vous vous dites, je gagne une autre liberté. Ouais, ouais. Pour remettre en perspective, je reviendrai juste peut-être les quelques mois avant l'accident. J'étais en voyage à l'étranger avec un bus camping et voilà, j'avais ce besoin-là d'évasion et puis de goûter à vraiment la liberté de pouvoir être complètement libre de mes mouvements et de ne pas avoir de planning préconçu. Dans cette phase-là, j'avais peut-être aussi, c'était peut-être aussi une fuite. J'espérais quelque part de partir et puis de laisser derrière moi mes casseroles, mes boulets. Et puis finalement, je me suis rendu compte ben, que ça se passe pas comme ça Non. et puis que tout ça est venu avec moi. Mhm. Ouais, je suis retombé dans une sorte de déprime ou de sentiment de désespoir. Que malgré les 4 ans à peu près de développement personnel, de spiritualité, et j'en ai fait des ateliers, des Mhm, retraites, mhm. et vraiment beaucoup de choses. Vous êtes en tout cas beaucoup investi hein, sur Oui, ce chemin. Ouais. ouais, je me suis formé aussi Mhm. dans plusieurs pratiques. Et malgré tout ça, j'avais l'impression que, ouais, il y avait beaucoup de parties qui n'avaient pas été guéries, qui n'avaient pas été soignées. Et il y avait des parties de moi qui se disaient que j'étais incurable quelque part. Je pensais que quoi que je fasse, mais ça, quel est vraiment le sens? Est-ce que vraiment ça change quelque chose Enfin, tu te disais, la vie, elle est comme ça finalement. C'est la vie. Ouais, j'avais perdu l'espoir à ce moment-là, D'accord. que vraiment que j'aie la capacité vraiment de changer, d'être vraiment plus heureux, plus en joie, de pouvoir célébrer la vie. Et ouais, j'étais assez dans une phase très pessimiste Ouais, et très noire. ouais. Et à un moment, j'ai vu un film qui s'appelle 127 heures. Mhm. C'est une histoire vraie d'un Américain qui va dans le désert, au Colorado, sauf erreur. Et puis, à un moment, il descend dans un canyon et il se coince le bras entre un rocher et la paroi. Et il reste là pendant 127 heures, donc plus de 5 jours, jusqu'à ce qu'il réalise que sa dernière chance, c'est de se couper le bras pour pouvoir se dégager, pour pouvoir voilà, être sauvé. Mhm. Quelques jours après avoir vu ce film, j'ai regardé un reportage sur cette personne-là qui retourne sur le lieu de cet événement avec un reporter d'une chaîne américaine. Et à un moment, il dit qu'à aucun moment, il voudrait revenir en arrière. Parce que ça l'a tellement changé dans ses priorités, dans sa vision de la vie, sa vision de lui-même, que finalement, il se sent beaucoup plus équilibré, beaucoup plus épanoui après qu'avant. Mm. Ouais, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Ouais. C'est le déclencheur pour aller dans une voie plus harmonieuse et plus... Pour voilà, changer de paradigme un peu, c'est ça c'est l'idée. ça. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Et à un moment, je me suis très consciemment dit, après avoir vu ce film et ce reportage, que peut-être la dernière chose, la seule chose qui pourrait peut-être vraiment me changer au fond, pour être plus heureux, plus épanoui, ça serait que j'aille un accident qui me change vraiment dans le fond, voilà, pour aller dans cette Au voie de quotidien, plus en fait, hein, c'est ça que vous voulez dire, quoi. de Vraiment au bonheur. quotidien. Ouais, 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 bien Ouais. sûr, d'accord. Mais voilà, sans planifier, sans me dire, voilà, qu'est-ce que je vais avoir comme accident, Ouais, ouais, comme puis ça. sans attirer Mais l'accident non plus, hein, j'entends, non, bien sûr, non. bien sûr. Pour arriver, moi, c'était le 21 août 2011. Je faisais du parapente et ce jour-là, donc, je suis parti dans les Hauts-de-Villeneuve. Chaque année, il y a une compétition de parapente, enfin, et puis d'El Delta, etc. À un certain moment, je pensais encore avoir suffisamment d'altitude pour faire une figure que je maîtrisais bien, que je pensais pas du tout prendre un risque à ce moment-là. Mhm. Et le but, bah, c'était d'atterrir sur l'eau. Donc, il y a des radeaux qui étaient gonflés.
Je regarde ma voile, je regarde pas du tout en bas, et puis je tourne, je tourne, et plaf! Et puis Ouais. voilà, j'ai tapé l'eau à grande vitesse, encore dans la figure. Bon, dans l'eau, je me rendais pas compte qu'il y avait quelque chose de grave qui s'était passé. Je me suis juste dit, oh, mince, Mm. ma voile, elle est mouillée, je vais pas pouvoir repartir tout de suite. J'étais vraiment très conscient, et puis aussi, je savais, Calme aussi. c'était vital pour moi de garder mon calme parce que j'étais emmêlé avec les suspentes autour des bras. Que si je paniquais, puis en plus j'avais la tête sous l'eau parce Ouais. qu'avec la sellette du parapente, ça fait balancier, puis j'avais la tête sous l'eau. Donc je savais que si je paniquais, j'avais des risques de me noyer. Donc très calmement, j'ai pris ma respiration, je me suis laissé aller sous l'eau. Je dirais 20 secondes, 30 secondes plus tard, il y a un bateau qui arrivait, un Zodiac, pour me secourir, pour me sortir de l'eau, pour me ramener au bord. Puis en fait, c'est au moment où je me suis hissé, je me suis accroché au Zodiac, et puis je me suis hissé sur le boudin, sur le bord du Zodiac, que tout d'un coup, mais paf, la douleur, mais extrême dans le milieu du dos qui tout d'un coup se manifeste. Tétanisé, j'étais scotché, je pouvais plus respirer. J'ai juste dit aux deux personnes qui étaient sur le bateau, tirez-moi dans le bateau, tirez-moi dans le bateau. Et voilà, ils m'ont hissé dans le bateau. Et j'avais l'impression que mes jambes, elles étaient complètement. Il y avait Ouais. des nœuds qui étaient faits autour de mes jambes. Puis ouais, je les regarde, je lève la tête, je les regarde. Non, elles étaient posées normalement sur le bateau et mais je les sentais plus. Pour moi, c'était une évidence que c'était la paraplégie, quoi. C'était assez évident à ce moment-là. Très étonnamment, ouais, dans ce moment-là, il y a eu une partie de moi qui a été extrêmement soulagée. Il y a vraiment comme un poids qui s'est évacué de moi, un poids que j'avais sur les épaules qui se libérait. Parce que jusque-là, dans mon voyage, je savais pas si je voulais continuer mon voyage, et puis si oui, je vais où. Puis en même temps, il y avait une partie de moi qui en avait un peu marre, que je voulais me reposer quelque part, mais si je me pose, je vais où, je fais quoi? Mhm. J'étais vraiment dans le flou et perdu, et justement dans cet état un peu de désespoir, où je savais pas quoi faire de ma vie, et un peu perdu, manque de confiance cette fois. Tout d'un coup, ce poids et cette pensée, comme tu as dit avant, ah, là, au moins pendant les 4, 5, 6 prochains mois, je vais plus avoir besoin de choisir quoi que ce soit. Ah, quelque part, c'était vraiment un soulagement, mais extrême, quoi. Là, c'était le corps médical qui allait choisir pour moi. Je vais juste dire oui, ok, bon, je fais ce que... Ouais. Je savais que physiquement, corporellement, dans la matière, dans la chair, ça allait être certainement très douloureux, mais quelque part, c'était secondaire. Mhm. Quelque part, c'était vraiment ouais, une libération et un soulagement. Et tout d'un coup aussi, la pensée qui m'est venue, c'était OK, c'est le moment que j'attendais. Justement, par rapport à l'accident. Bien que c'était pas conscient Bien que je sûr. voulais, quand j'ai fait ma figure, j'étais pas là, oui, super, je vais avoir un accident. Non, pas C'est du clair, tout. c'est clair. Mais voilà, il y a quand même une partie de moi qui s'est dit, c'est le moment que j'attendais. À partir d'aujourd'hui, je vais être plus heureux. À partir d'aujourd'hui, je vais avoir une vision plus aimante de moi, de la vie, etc. Ça va me guérir. Cet événement est là pour me guérir. Donc j'avais vraiment une partie de moi qui était dans la douleur extrême et en même temps une partie de moi, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles. Avec Donc c'était... ouais, un sentiment de paix intérieure. Ouais, ouais, Et ensuite, donc tout un travail de récupération évidemment, et d'hôpital, ouais, ouais. c'est sûr. Mhm. Et puis une autre rencontre, celle d'Olivier Clerc. Ouais. Alors on a brièvement évoqué avant les 4 accords Toltec et Olivier Clerc est le traducteur de ce livre, comme aussi La maîtrise de l'amour, qui est aussi un autre livre de Miguel Ruiz. Olivier Clerc est maintenant un animateur, conférencier qui, en 99, a vécu une expérience très forte avec Miguel Ruiz. Il a été au Mexique avec un groupe organisé, une vingtaine de personnes. Oui, avec des Suisses d'ailleurs dans ce Oui, groupe. des Suisses, des Français, Mhm. des Belges. Lors de ce voyage, à un certain moment, un jour, il a vécu une expérience qui l'a profondément bouleversé et changé sa vie. C'était une expérience liée au pardon, où Don Miguel Ruiz lui a demandé tout d'un coup un soir, sans préparation aucune, sans explication aucune, et c'est la seule personne du groupe à laquelle il a demandé de faire ça. Il lui a demandé, il lui a dit maintenant, tu vas te mettre à genoux devant tel et tel, devant cette personne-là, et tu vas lui demander pardon. Vous imaginez que voilà, La c'était surprise, dans hein. un groupe, la surprise, si on te demande ça, de faire quelque chose comme ça, c'est un choc, et puis forcément son mental qui se met en route. Bien Mais sûr. pourquoi il me demande de faire ça? Lui a dû se dire, qu'est-ce que j'ai fait à cette personne pour Voilà, qu'il me ouais. demande de lui demander pardon? Ouais, Quand on demande pardon à quelqu'un, on se dit toujours, il doit y avoir une raison. ouais. En Qu'est-ce fait. que je lui ai fait? Et ce qui est génial, c'est quand Olivier Clerc s'agenouille devant la première personne, elle lui demande pardon et elle veut ajouter quelque chose.
Et puis tout de suite, Miguel lui dit, non, stop, stop. Tu restes là, tu passes à la deuxième personne, à la troisième, etc. Et il fait tout le groupe comme ça. Et il s'est rendu compte, pendant cette expérience, qu'il y a quelque chose en lui de très puissant au niveau du cœur qui s'est produit. Une sorte d'ouverture, une sorte de libération. Et après Miguel, après que Olivier a demandé pardon à chaque personne individuellement, Miguel lui a demandé de fermer les yeux et il lui a demandé, bon maintenant tu vas demander pardon à l'univers ou à la vie en général ou à l'amour, enfin tout ce... Les belles choses, disons. Voilà, les belles choses. Ça c'était la deuxième partie. Et puis après, après Dieu, il y a le diable. Et le diable, enfin nos boucs émissaires. Nos boucs émissaires dans la vie qui peuvent être des organisations, des personnes, des groupes de personnes. Bien sûr. On peut être en colère contre les terroristes, contre un parti politique, contre une entreprise pharmaceutique, contre une multinationale. Enfin, on a chacun nos boucs émissaires qui sont responsables du malheur qu'il y a dans le monde. À chaque fois qu'on se dit, quand on lit le journal ou qu'on écoute les nouvelles, etc., mais si seulement ceux-là, ils n'existaient pas, ce groupe de personnes, etc., le monde irait tellement mieux, etc. À chaque fois, on nourrit des sentiments de colère et d'injustice, de haine, etc., contre... De tristesse, etc. Voilà, c'est vrai. contre ce groupe de personnes. Voilà. Puis la quatrième, toujours les yeux fermés, lui a demandé de demander pardon à lui-même. Ça, c'est peut-être le plus difficile. Hein. C'est, dans mon expérience, l'étape qui, je pense, est la plus difficile à atteindre. On se demande pardon pourquoi? Pardon de se juger? C'est principalement le jugement. D'accord. Combien de fois est-ce que, justement, tous les jours, on se juge? On se juge d'être insuffisant, on se juge d'être pas à la hauteur, on se juge d'être nul, enfin, on se juge tellement intensément tous les jours. Et c'est cette partie-là aussi qu'on vise à apaiser, puis à guérir, puis à transformer en bienveillance et en amour. Et suite à tout ça? Suite à ça, Olivier Clerc, il lui a fallu à peu près une dizaine d'années. Ça, c'est sûr. Il n'a pas reçu un don comme ça, mais il a dû mûrir toute cette expérience. Il lui a fallu 10 ans pour intégrer, pour comprendre, pour mettre un sens à tout ça. Et en 2009, justement 10 ans à peu près après cette expérience au Mexique, il a écrit un livre qui s'appelle Le don du pardon. En parallèle à ça, il a créé un atelier du même nom qui s'appelle Le don du pardon, qui est un atelier sur 2 jours, qui est un mélange de théorie et de pratique pour arriver finalement à cette guérison du cœur. Parce qu'à la place de pardon, on peut traduire ça par « est-ce que je suis capable de guérir ? Est-ce que je suis capable de guérir mon cœur pour faire recirculer l'amour qui est en moi et qui demande qu'à traverser ?» C'est comme faire péter un barrage qui est là. L'amour est là, mais voilà, toutes ces blessures qui ont été formées à travers toutes ces expériences qui ont pu être douloureuses, font que notre cœur a été blessé puis qu'il est fermé. Et donc, il a créé cet atelier sur 2 jours pour réussir à guérir ces blessures du cœur. Et en 2012, Miguel Ruiz est venu à Vevey et à la Tour de Paix pour 2 soirées de conférence. Et Olivier Clerc était là pour le traduire en simultané sur scène. Et le week-end qui a suivi, Olivier Clerc animait un don du pardon. J'étais toujours curieux. Le pardon, jusque-là, pour moi, c'était un mystère. C'était quelque chose que je ne savais pas vraiment ce que c'était. Parce que souvent, on est amené à demander pardon. Et au fond, on ne comprend pas vraiment le sens de tout ça. Parce que le dire, c'est une chose. Mais être vraiment intimement convaincu de vraiment sincèrement demander pardon, c'est complètement autre chose. Oui, je pense qu'on amalgame beaucoup de choses aussi avec le terme de pardon, qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est, que chacun a sa notion psychologique ou intellectuelle du pardon, comme la vérité, comme l'amour, comme la justice, comme énormément de choses, mais que quelque part, il y a peu de personnes qui ont vraiment été approfondir ça pour vraiment voir ce que c'est. C'est important de définir, ça peut être important et amener du sens, de définir justement ce terme de pardon avec ce que c'est, et aussi pour le cadrer, pour y mettre des limites, de dire ce que ce n'est pas. Parce qu'on peut avoir plein de notions du pardon, et que finalement, ça n'est pas du pardon, mais ça nous limite pour y arriver. Un exemple de cette pensée, c'est de penser que pardonner, c'est cautionner. Oui. Alors, ça peut être c'est un grand obstacle dans l'esprit de beaucoup de personnes, de penser que si je le pardonne, je cautionne ce qu'il a fait, je suis d'accord avec ce qu'il a fait. Et non, ça c'est 2 choses complètement différentes.
comme le fait de penser que si je pardonne, je dois me réconcilier. Ça aussi, c'est deux choses complètement Donc pardon différentes. et réconciliation ne sont pas mêlés en Ah fait. non, pas du tout. Et on a l'habitude dans les ateliers du pardon de changer cette question en est-ce que je peux guérir les blessures du cœur? Et ça change de posture Oui. parce que dans la question est-ce que je peux pardonner, c'est comme j'inclus l'autre ou Mhm. l'extérieur. Est-ce que je peux pardonner ce que quelqu'un a fait ou quelqu'un a dit ou quelqu'un n'a pas dit ou n'a pas fait? Tandis que quand je pose la question est-ce que je peux guérir les blessures du cœur, j'intériorise, je viens en moi et je me rends compte que l'autre finalement, si ça se trouve, il fait même pas partie de l'équation. Il est même pas concerné. Et ça, c'est une des grandes caractéristiques du pardon, c'est qu'on le fait pour soi. Que l'autre, quelque part, mais on s'en fiche comme notre première paire de chaussettes. Il rentre même pas justement en ligne de compte. Cette question, est-ce que pardonner, c'est se réconcilier? Là aussi, c'est non. Pardonner, c'est se libérer soi-même des rancœurs, des De la colères, colère, de de la la haine, de la tristesse, le tristesse. mépris, Ouais, ouais, ouais. enfin toutes ces émotions. On pourrait dire appeler Ouais, karma négatif en fait, hein, qui ouais. va nous pousser à avoir de mauvaises pensées déjà, Mhm, et puis mhm. des mauvaises actions aussi. Ouais, et vraiment qui garde notre cœur fermé Mhm. et qui nous aigrit, qui finalement nous amène à pas pouvoir jouir pleinement de la vie. Ouais, et pas être un citoyen bienveillant en fait finalement. Ouais, aussi. Et je pense qu'on a tous besoin de cette guérison du cœur. Je pense que de notre société, on a tous le cœur qui est blessé Mhm. par des expériences dans notre tendre enfance, par des expériences à l'école, par des expériences avec les copains, les amours, enfin les relations amoureuses qu'on a pu avoir. Et on a tous été blessés. Et de nouveau, comme peut-être j'ai dit aussi avant, on nous apprend pas. On nous apprend pas Non, à c'est sûr. prendre soin de notre cœur, de aussi prendre conscience qu'on peut y faire quelque chose, que c'est pas une fatalité. On prend des fois l'analogie avec une blessure physique. Si c'est pas trop grave, je rentre à la maison, j'ai du désinfectant, je mets un sparadrap, et puis voilà, je sais que le temps va faire son affaire, et puis que je vais guérir. Si c'est plus grave, ben, je vais aller à l'hôpital ou aux urgences ou voir un médecin, etc. Mais par contre, qu'est-ce qu'il en est avec notre corps émotionnel, notre cœur? Là, souvent, on est perdu et on attend, et c'est comme, souvent, on attend que ça soit notre agresseur qui vienne pour nous mettre le désinfectant et nous mettre le sparadrap. Une des autres croyances ou amalgames qu'il peut y avoir, qui peut être un obstacle, c'est de croire que je ne peux pas guérir tant que l'autre, celui qui m'a fait du mal, ne vient pas me demander pardon. Ça, c'est aussi un obstacle. On attend que ce soit justement l'autre, notre agresseur, qui vienne. Ah bah tant qu'il vient pas vers moi pour s'excuser, pour me demander pardon, bah voilà, je suis obligé de garder ma tristesse, ma haine, mon désespoir, et puis je suis voué à l'avoir. Et Ouais, et de me construire par-dessus en fait finalement. Ouais. ouais, ouais. Et s'il a eu la mauvaise idée de mourir entre deux, ben voilà, je suis condamné à vivre toute ma vie avec cette blessure-là. Mais finalement, bah, on est enchaîné. Mhm. On est enchaîné à notre agresseur ou à la personne qui nous a fait du mal. Et ça serait bien triste si on habitait dans un corps, dans un esprit ou une âme qui nous permet pas de prendre soin de cet aspect-là émotionnel du cœur et qu'on n'avait pas le pouvoir d'en prendre soin. Donc au travers de ces ateliers du pardon, vous donnez des clés en fait, hein, simplement Mhm. aux gens pour leur permettre de se pardonner aussi eux-mêmes. Ouais. Une des étapes vraiment fondamentales du pardon, c'est de prendre la pleine et entière responsabilité de notre monde émotionnel. Ça, c'est vraiment mais absolument capital. Et je pense que le vrai pardon ne peut pas opérer tant qu'on ne prend pas la responsabilité. Ok, il a pu y avoir un certain moment où une personne a fait quelque chose ou a dit quelque chose qui m'a blessé. Mm. Mais après, au bout d'un moment, il faut sortir de la victimisation. Ok, ça s'est peut-être passé il y a 2 jours, il y a 6 mois, ou il y a 6 ans, ou il y a 20 ans. Après, au bout d'un moment, ben non, c'est plus cette personne-là qui est responsable de du fait que je garde en moi cette colère, cette haine ou cette tristesse qui a pu être déclenchée par cet événement lié à cette personne. Mais après, si moi je la conserve en moi, j'en suis le seul et l'unique responsable. Et en plus, ce drame va piloter votre vie en fait. Parce que souvent on s'appuie sur son drame Oui, 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 pour se mettre en avant. oui. Combien de personnes, quand on se Mm, raconte une histoire, ouais, vont répondre ah bah c'est comme moi parce que voilà. ouais, ouais, Mais il n'y a pas d'écoute en fait. Il y a juste une comparaison de douleur et de souffrance entre les gens. ouais, ouais, ouais. C'est celui qui a le plus mal, et puis c'est une sorte de compétition.
Or que si on arrive à, alors je te coupe, pardon, mais si on arrive à se libérer de ce drame, de Mhm. sa dramaturgie qu'on a sur le dos depuis qu'on est petit et dont on n'est sûrement Mhm. pas responsable, eh ben on peut commencer effectivement à vivre dans le présent un peu quand même. Oui, et je pense que c'est le but. Si on arrive à se libérer justement de ces blessures du Mhm. passé, ben, on arrive de plus en plus à pouvoir être pleinement là, pleinement conscient de qui on est ici et maintenant, de plus s'identifier à ces blessures. Et ouais, parce qu'on s'identifie et ça peut être une manière de forger notre personnalité, d'être identifié à ces blessures-là. Et il peut y avoir quelque chose de confortable, parce que même si des fois il y a des choses qui sont douloureuses, qui nous font mal, mais quelque part ça nous définit et puis on reste dans une certaine zone de confort. Ça fait peur, l'inconnu fait toujours peur. Qui est-ce que je vais être? Vers quoi je vais aller si je me libère de ça? Ça peut être très désagréable. Et c'est aussi sortir du rôle de victime, ça peut être aussi très confrontant. Quelque part, on n'aime pas s'identifier au Non. rôle de victime, on ne veut pas se croire victime. Mais notre monde, il est le plus souvent actuellement fondé sur le dualisme, le bien et le mal. Les justifiés triomphent des méchants, des C'est gros ça, méchants. c'est ça. Et si on est dans cette dualité du bien et du mal, c'est-à-dire que, et quand on la compare au rôle qu'on peut prendre, soit du bourreau, soit de la victime, bah forcément, le bourreau, on va le mettre dans le camp du mal. Le camp du bien, c'est le rôle de la victime. Et si on sort de ce rôle de victime, bah, on ne sait pas vers quoi on va aller. Mais c'est notre esprit aussi qui est créé sur cette dualité. Mhm. On voit en binaire, quoi. Mhm. C'est des 0 et des 1 en Mhm. nous. Et c'est difficile de voir qu'il y a des zones grises, que des fois on peut être bourreau, des fois on peut être Il y a des victime. nuances, c'est vrai. Il y a des C'est vrai. nuances. Et puis c'est pas parce qu'on sort du rôle de victime qu'on va devenir un bourreau. Mhm. Non, pas du tout. Mhm. Ouais, c'est tout un chemin pour réussir à lâcher. C'est vraiment un lâcher prise de certitude qui nous habite. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent dans ces ateliers-là. Un des autres obstacles, c'est de croire que si je pardonne, je fais un cadeau à l'autre. Ah non, je ne vais surtout pas lui faire ce cadeau. Il m'a fait tellement de mal, Ouais. il ne mérite pas que je lui pardonne. Mais ouais, là, je vais juste citer une phrase de Nelson Mandela qui dit que la haine fait plus de mal à celui qui est et non pas à celui qui est haï. Déjà prendre conscience que tous ces sentiments négatifs ou désagréables on entretient en soi, bah, c'est d'abord à nous. On s'empoisonne. On s'empoisonne, Ouais. merci, ouais. On s'empoisonne soi-même par toutes ces émotions. Et il y a des études scientifiques qui prouvent que ne pas pardonner, le fait de garder en soi tous ces ressentiments et ces émotions douloureuses, ça va avoir un impact très fort sur notre physiologie humaine. Ça va acidifier notre corps, ça va faire que notre système parasympathique va être surstimulé et on va être en adaptation tout le temps et ça va créer des insomnies, de l'anxiété, plein d'effets qui sont néfastes pour le corps humain et Qui le fatigue leurs aussi à la symptômes. longue, hein, quand même. Ouais. Absolument, ouais. Comment peut-on faire pour suivre ces cercles de pardon? Le plus simple, c'est d'aller sur mon site www.cercle-pardon.ch. Ces cercles de pardon ont lieu une fois par mois à Vevey. Mhm. Maintenant, ça fait depuis le début de l'année que j'anime aussi un autre atelier sur 2 jours, donc le don du pardon. Les cercles, en fait, sont une version courte, raccourcie du don du pardon. Et le don du pardon, je l'anime 3-4 fois par année. Les dates sont aussi disponibles sur mon site internet. Au mois de juin, j'ai aussi planifié un nouvel atelier aussi en collaboration avec Pierre Pradervant, qui est un auteur aussi. Il a écrit une quinzaine de livres traduits dans une quinzaine de langues, tout sur la spiritualité et le développement personnel. Avec Pierre, on va animer un atelier qui a comme thème amour de soi et pardon. Et ça, c'est un atelier qui sera sur une journée entière, de 9 heures à 17 heures, le dimanche 18 juin à Renan. Et là, vous avez les dates aussi qui sont disponibles sur mon site internet. Cercle-pardon.ch. Exactement. Roger Baumann, une dernière question. On parlait tout à l'heure du film 127 heures. Est-ce que vous reviendriez en arrière? Bonne question. Qui est-ce que je serais maintenant et aujourd'hui si je n'avais pas vécu cette expérience-là, cet événement en 2011? Et bien sûr, je n'aurais jamais la réponse, je ne pourrais jamais savoir. Moi, je pense que dans la vie, il n'y a jamais de drame ou de tragédie. Un événement est neutre. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on rebondit par rapport à l'événement?
J'ai pas de regrets, je nourris pas de pensées négatives par rapport à cet événement-là. Je suis pas triste. Je me dis oui, bien sûr, j'aimerais retrouver toute ma mobilité, toutes mes facultés que j'ai perdues à travers cette expérience-là. Et après, je pense que je peux être très heureux en étant la plupart du temps assis. Quand des gens me demandent si je veux absolument guérir mon corps physique, je leur réponds que c'est pas une priorité. C'est un désir, oui, mais quelque part, je préfère être assis et heureux que debout et misérable ou malheureux. Je préfère prendre soin de mon être émotionnel, de mon bien-être intérieur que de mon enveloppe corporelle. Alors bien sûr, j'en prends soin, je fais beaucoup de sport, je fais beaucoup d'activités aussi pour prendre soin de mon corps. Et il y a un livre dont j'aime beaucoup le titre, il s'appelle La maladie cherche à me guérir. C'est un homéopathe français qui a écrit ce livre. Enfin, moi, c'est surtout le titre qui me parle beaucoup. Et moi, dans mon cas, je pense que c'est pas non plus le hasard si ça m'est arrivé. Et que le jour peut-être où j'aurais pleinement intégré les leçons que cet événement-là est venu m'apprendre, peut-être qu'à ce moment-là, mon corps, il va se régénérer ou il va reconstruire toutes les connexions qui ont été perdues de par lui-même. Je pense qu'il y a plein de choses qui se guérissent par elles-mêmes sans intervention extérieure. Si justement on part du principe qu'une maladie ou un accident nous invite, nous pousse à agir différemment, à avoir une autre conception de la vie, de nous-mêmes, etc., si on arrive à s'immerger, à se lâcher et à pleinement plonger dans ces changements-là que ça nous invite à faire, je pense que le corps, il a déjà tout fait une fois. Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas refaire tout une deuxième fois? Et j'ai peut-être c'est mon karma justement, de rester dans cette chaise roulante jusqu'à la fin de mes jours. Et maintenant, je suis plus dans le lâcher-prise et dans le fait d'accepter pleinement ma situation, de chercher à comment vivre d'une manière la plus épanouie possible ma condition actuelle. Pas projeter et puis me dire je serai heureux quand je vais retrouver toutes mes capacités. Non, je préfère être heureux maintenant. De nouveau, c'est pas une priorité d'absolument retrouver toutes mes capacités physiques et je pense que je peux être très heureux dans l'état où je suis actuellement. Et en rayonnant de l'intérieur comme vous faites. Ouais, c'est ça. Ouais. En tout cas, Roger Baumann, c'était un très très bon moment. Merci infiniment d'avoir joué le jeu et d'être venu raconter ton parcours, ta vie, ton histoire. Et j'espère que des auditeurs ont trouvé des pistes en nous écoutant, que ça leur donnera envie d'aller cliquer sur cercle-pardon.ch et puis de prendre simplement contact avec toi, de voir ce que tout ça peut donner. Voilà, c'est ça l'idée. Ouais, merci beaucoup David, Merci ça beaucoup. m'a aussi beaucoup amené de pouvoir partager ça avec toi et avec tous les auditeurs. Et ouais, c'est vraiment mon but, si je peux planter ou semer quelques graines dans les esprits de quelques personnes pour créer un monde meilleur. On est maintenant environ 150 animateurs de cercles de pardon et son but c'est vraiment de pouvoir planter des graines et de faire une guérison planétaire. On a besoin de ça si on veut vivre ensemble. Si on veut vivre ensemble, si on veut apaiser les tensions qui existent en chacun de nous, ça commence en soi. C'est Gandhi, hein. C'est ça. Soit le changement que tu veux voir dans ce monde, ça commence par nous. On ne peut pas vouloir la paix à l'extérieur si on est en conflit permanent à l'intérieur de soi. Donc merci beaucoup David de permettre de diffuser ce message et de pouvoir contribuer aussi à ta manière de créer un monde plus harmonieux et plus en paix. Merci infiniment Roger Baumann. Merci beaucoup.